Yo, bienvenue sur la chaîne Manga Badass. Dans cette vidéo, on va se consacrer aux relations père-fils dans les mangas. Souvent dans les mangas, les parents sont en toile de fond ou sous un prétexte ou un autre sont absents, voire le héros du manga est un orphelin ou les héros sont des orphelins. Je voulais souligner cet apport dramatique que peut avoir la relation père-fils dans les mangas. Voilà, pour ma part, c'est une relation que j'aime beaucoup et qui donne beaucoup de plus-value au manga. On commence direct avec mon chouchou, on parle du manga Tough, et donc du père du héros, Seiko. Il est peut-être ma figure paternelle préférée, à la force tranquille, avec son look salaryman sévère, mais avec un cœur tendre. Il est le gardien d'un art martial secret, le Nada Shinkageryu, appelé aussi l'art de vie et de mort, aussi bien capable de détruire que de réparer. Et il est le père de Kichi, ou Kibo, l'unique héritier du Nada Shinkageryu. Et ça tombe bien car son fils adore se battre, se confronter aux autres et donc s'initier au combat. Donc le père est un athlète de haut rang qui a initié les bases à son fils afin qu'il puisse prétendre à être l'héritier du Nada Shinkageryu. Donc il peut se montrer très dur avec son fils, mais quelque part pour son propre bien. Dans le manga, ça rend super bien. Après, à l'image, dans la vraie vie, c'est beaucoup moins flatteur. Je voudrais également parler du manga Naruto, et donc du père Minato de Naruto. Donc Minato, le quatrième Hokage, que vous connaissez certainement tous. Donc c'est un personnage que nous connaîtrons à partir de flashbacks, de songes, d'apparitions de chakras, voilà, dans les rêves, dans l'inconscience, mais il aura de véritables discussions, de véritables échanges, un véritable héritage avec Naruto. Et ce, malgré la mort. Donc on est vraiment dans quelque chose de très fantasmagorique, de très surnaturel bien sûr. Donc une relation père-fils qui se crée au-delà de la mort. Donc si on met de côté son style de combat assez badass et son sens, voire un peu débile, du sacrifice, parce qu'il faut le dire, c'est quand même un sacré gâchis, c'est vraiment le testament qu'il a légué à son fils qui est vraiment touchant dans cette relation. Cela représente un certain amour, bien qu'il est maladroit envers Naruto, étant donné qu'il l'a abandonné dès sa naissance, en préférant se sacrifier. Bon, après, bien sûr, on est toujours dans de la fiction, à savoir d'aimer autant Naruto, de le voir grandir alors qu'il ne l'a connu que bambin, que petit enfant, que bébé. Donc voilà, donc c'est très fantasmagorique cette relation, mais elle est touchante, il faut le reconnaître. Dans Initial D, il y a également un père à la force tranquille. C'est encore une figure paternelle que j'apprécie particulièrement. C'est du genre, il essaye de se faire discret, mais en fait, il est trop badass. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que c'est à l'insu de son plein gré qu'il a façonné son fils à devenir un pilote d'exception. Et puis moi j'aime bien ce côté je m'en foutisme, fumeur de clope à la japonaise. À l'image de Seiko dans Tough, que j'ai parlé un peu plus tôt, c'est le genre de relation père-fils dont il y a un lien particulier parce que le père est veuf. Donc ce qui fait qu'il y a un univers qui leur appartient, qui leur est propre, et c'est un univers souvent exceptionnel. Dans le manga Dragon Quest, j'aurais voulu parler du père de Dai. Mais déjà en parlant de son père, j'ai l'impression de trop en dire et de prendre la voie du spoil. S'il n'y avait pas la diffusion du reboot, du remake comme vous voulez, de Dragon Quest, j'aurais dit qu'il y a prescription, le manga est sorti depuis longtemps, mais bon, il est fort possible qu'on ait le droit à une réédition ou une réimpression, à voir, on verra bien. Et donc, ce serait quand même bête que je vous spoil la relation père-fils qu'il y a dans cette série. Néanmoins, ça reste une relation père-fils à l'image d'un Goku Raditz. Voilà, et je n'en dirai pas plus. Dans le manga Full Metal Alchemist, aujourd'hui, tout le monde a vu l'animé de Full Metal Alchemist Brotherhood. Et tout le monde connaît le père des frères Elric. Mais il existe aussi certainement des personnes qui découvrent la licence à travers la Perfect Edition éditée chez Kurokawa. Donc je risque une nouvelle fois le spoil.
Mais on peut comprendre dès le début qu'on a affaire à un père absent qui a quitté femme et enfants, qui le font passer pour un père indigne pour une quête ou autre raison obscure, qui expliqueront peut-être sa désertion. Enfin voilà, là on est typiquement face à une relation père-fils où il y a une sensation d'abandon. Dans le manga Evangelion, là on peut clairement dire que le père de Shinji est un bel enfoiré. Alors on peut comprendre sa situation, il a certainement beaucoup aimé sa femme, et voir la tête de Shinji, ça le rend malade. Voilà, il doit sûrement beaucoup ressembler à sa mère, et il doit certainement beaucoup lui en vouloir. Moi je me base que sur le manga, je crois pas avoir vu la fin de l'animé, encore moins ceux des films. Donc je ne sais pas si il change. Je sais même pas s'il y a une fin en fait dans le manga d'Evangelion, j'ai un doute. Enfin bon voilà, c'est quand même un bel enfoiré. On sent qu'il y a un cœur au fond de lui, mais le traitement qu'il a envers son fils est totalement inapproprié. Il se sert uniquement de lui pour ses fins personnelles et ça fait de lui un véritable enfoiré. Ça, il faut le reconnaître. Donc là, en fait, on a un père qui recherche pas du tout l'affection de son fils. Et un fils qui cherche à attirer l'attention de son père. Dans le manga Baki, on a quand même affaire à l'homme le plus fort du monde en tant que père. Et là est le véritable problème, parce que dans le genre enfoiré, celui-ci il se tient bien aussi. Il a quand même sacrément maltraité la mère de Baki, et lui, on le voit dans la deuxième série, il est là uniquement pour se venger. Alors que nous puissions détester son père, c'est une chose, ça arrive. Que nous souhaitions lui mettre une raclée aussi, ça arrive. Et peut-être que la roue tournera, surtout si votre père est un gros enfoiré, un gros con, ça existe. Le souci, c'est lorsque vous tombez sur l'homme le plus fort du monde. Voilà. Donc le but de Baki est quand même de lui mettre une bonne dérouillée. On peut le dire clairement qu'il y a un esprit vengeresque là-dedans. Mais pour ça, il va falloir devenir l'homme le plus fort du monde. Donc il va falloir passer un palier. Donc son but ultime est quand même d'arriver à un niveau égal à son père. Alors c'est là qu'il faut faire attention à vouloir rentrer dans la confrontation avec son père. Est-ce que ce n'est pas au risque de lui ressembler ? Dans le manga Hunter x Hunter, alors là c'est assez complexe quand même, parce que Jin, le père de Gon, est quand même un père dans le genre sacrément absent et je trouve sacrément indifférent. Donc Gon, quelque part, est à la recherche de son père, c'est un peu comme ça que démarre le manga en fait. Il sort de son île parce que comme beaucoup de jeunes héros, il est abandonné sur une île. Avec un père de substitution, on va dire, avec une figure, en tout cas paternelle ou maternelle, de substitution. Et lorsque Gon va retrouver donc Jin, son père, déjà il va l'appeler par son prénom, pas par papa. Donc il y a vraiment, j'ai l'impression, une méconnaissance entre eux deux, ils ne se connaissent pas vraiment. Et une gêne. Donc le personnage de Jin, qui est donc un aventurier, qui va à l'aventure, qui est passionné, qui passe son but avant tout, et qui souhaite la même chose à son fils en fait, qui souhaite que son fils ait la même vie que lui. Voilà, il fait la pause, il a bonne parole, mais il emmène pas large non plus, je trouve. Donc on est vraiment face à un père qui méconnaît son fils et qui cherche à l'aiguiller du mieux qu'il peut. Dans le manga Bleach, je vais y aller à tâtons parce que pour être honnête, j'ai drop cette série, je dirais à la moitié de la série quoi. À l'arc des Quincy, j'en pouvais plus. L'échelle de valeur des pouvoirs qui montait trop vite, ça m'a complètement gonflé. Et donc oui, j'ai complètement drop cette série. Néanmoins, j'ai quand même vu que le père de Ichigo était un sacré cachotier. Alors il passe
comme un parfait homme au foyer, à s'occuper de sa famille, donc des sœurs d'Ichigo également, avec un gros trait d'humour, mais en fait, il nous cache un sacré petit secret celui-là. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais ça fait partie de cette relation père-fils qu'on croit saine, sereine, normale, mais qui cache quelques secrets. Donc voilà, à travers l'humour, le père cache ses origines à sa famille, et à son fils en particulier, en se faisant passer plus bête qu'il ne l'est. Dans le manga Ranma 1/2, on a le droit à un père assez exceptionnel dans son genre. Il y a une relation père-fils avec Ranma qui est quasiment fusionnelle. On ressent l'absence de figure féminine au sein de cette relation père-fils. La mère est absente et on peut le dire, ils sont dans leur délire, dans le délire des arts martiaux. C'est leur passion commune et plus que père et fils, ils sont quasiment partenaires. Et tels des bons copains, ils se font crasse sur crasse, mais ce qui n'entache jamais leur relation et l'amour qu'ils se portent l'un à l'autre. Dans Lone Wolf and Cub, alors là, on est clairement avec un père assez terrifiant. Terrifiant de sévérité, terrifiant de froideur. Lorsqu'on parle d'éducation à la dure, alors là, on peut clairement dire qu'on y est. Jamais il ne s'adressera à son fils comme on s'adresse à un enfant. Il lui aura donné le choix d'être juste un enfant qui joue avec un ballon ou un compagnon d'armes qui l'accompagne dans sa vengeance en tant que Ronin à travers les chemins. Néanmoins, on percevra qu'il aime son fils à sa manière. Et cela, on s'en rendra compte face à l'adversité. Ils traverseront ensemble ou séparés l'un et l'autre. Dans le manga Dragon Ball, on va parler de Goku. Mais vous savez qu'en fait, Goku, c'est peut-être la figure paternelle la plus commune, la plus semblable à nous. Alors, souvent, on a critiqué Goku comme étant le pire des maris et le père le plus égoïste du monde. Mais en vrai, il est la représentation la plus fidèle en tant que père qu'on ait. En étant père aujourd'hui, je me rends compte que j'éduque plus mon fils comme lui, il a éduqué Gohan. Bon, pas au point de laisser son éducation à un Piccolo. Après tout, je ne suis pas mort. Mais Goku est quand même confronté à un fils qui n'aime pas forcément les mêmes choses que lui. Il est confronté à un fils qui n'aime pas se battre. Déjà, il y a un gros problème par rapport à Goku. Et ce, même s'il se défend très très bien. Et nous, en tant que tels, on ne peut pas vivre par procuration avec nos enfants. On rejoint le côté un petit peu néfaste des pères et entraîneurs, où des fois on a l'impression, c'est le ressenti qu'on peut avoir, que souvent le père ou la mère, on va rester sur le père, vivent ou revivent leur passion à travers leur enfant. Et donc, bien qu'on aimerait que notre fils soit notre image, il faut aussi accepter qu'il soit différent, qu'il ait sa propre personnalité, et je trouve en soi que Goku le fait très bien. Quelque part, il respecte Gohan comme un bon père. Voilà. Après, on peut parler aussi de sa relation avec Goten, mais c'est différent parce qu'il y a une longue absence. Donc, on parle presque plus du même personnage, plus du même père. Et on peut également parler de Vegeta. Vegeta aussi est une figure paternelle avec Petit Trunks qui me semble la plus commune possible. Voilà. On est fier, on veut être fier de son enfant et Vegeta en est très fier. Voilà. Et on veut aussi avoir une posture envers lui de père fort, voilà, d'homme fort. Je voudrais également parler du manga Innocente. Alors le manga Innocente, je voudrais en parler parce que je suis assez frappé par la relation assez vicieuse qu'il y a entre le père et le fils. C'est une histoire qui se répète, c'est une éducation tortueuse qui fait souffrir autant le père que l'enfant. Et que hélas se répète parce que c'est un cercle vicieux et l'enfant, le fils, en vient à penser que l'éducation qu'il a reçue est peut-être ce qu'il avait de mieux à recevoir et c'est ce qu'il a de mieux à donner.
Alors après, je n'ai pas fini la série Innocente Rouge où justement on voit un petit peu ce revirement. Dans Innocente, on voit donc notre héros subir une éducation très dure, très tortueuse, et à son tour, malgré nous, on le retrouve faire la même chose dans la série Innocente Rouge. Après, j'en suis qu'au 2e tome. Je ne sais pas comment va évoluer cette relation père-fils, mais c'est une relation qui fait assez mal au cœur. Dans le manga One Piece, alors là c'est assez compliqué, on n'est pas très loin du cas de Jin Ego. Et si son père entend parler de lui, ce sera que d'une oreille. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue de mes dernières lectures de One Piece. Et voilà quoi. Ils se connaissent, mais est-ce qu'ils se reconnaissent? Est-ce que Luffy est un enfant reconnu? Parfois, j'ai l'impression que le père de Luffy est Gold Roger. En tout cas, il est clairement son père spirituel. Voilà, donc pareil, il est abandonné sur une île, il a une autre figure paternelle avec son grand-père. On retrouve beaucoup de relations père-fils avec un père absent, avec un père avec des objectifs prioritaires. Je serais curieux de voir la suite, ce qu'a prévu Eiichiro Oda quant à la relation de Luffy et son père. On a vu que la relation frère, qui n'est même pas frère de sang, était très forte. Voilà, je suis curieux, je suis un petit peu dans l'interrogation. On peut l'imaginer comme tout simplement deux êtres qui ne se connaissent pas, mais qui savent qu'ils existent. Cette fois-ci, nous parlons quand même d'une relation inexistante, sans background, sans conversation, dont chacun sait que l'autre existe, mais dont aucun ne cherche à retrouver l'autre. C'est des choses qui arrivent également dans la vraie vie. Dans My Hero Academia, avec Endeavor, on n'est pas loin du stéréotype de Baki avec l'homme qui va être le plus fort du monde, sauf que ce n'est pas l'homme le plus fort du monde, ni même le deuxième. Et pour cela, il a fait en sorte de trouver femme avec des capacités, des pouvoirs qui feront que sa progéniture pourra assimiler les pouvoirs de l'un et l'autre. Donc la glace pour sa femme, pour sa mère, et le feu pour son père. Là, on est clairement dans le cliché du père entraîneur, donc quelqu'un qui veut vivre par procuration ce qu'il n'a pas acquis lui-même. Donc je dis ça, mais en même temps, à l'heure où je lis les tomes de My Hero Academia, il est le numéro 1. Certes, mais il aura toujours ce complexe d'infériorité de ne pas l'avoir été face à All Might par exemple. Donc voilà, on a une relation père-fils où l'un en veut à l'autre car il n'a pas l'impression que sa mère fut aimée, bien traitée. Et l'autre, et le père en veut à son fils parce qu'il ne répond pas tout de suite à ses attentes en n'utilisant pas son pouvoir, celui du feu. Voilà, au fur et à mesure, à travers le héros, donc à travers des éléments extérieurs à leur relation, il va s'ouvrir au côté qu'il rejette, celui de son père, aux flammes. De son côté, son père va poser un regard neuf, plus neutre, plus affectueux sur son fils. Et chacun acceptera l'autre pour ce qu'il est, quitte à revoir leur position. Dans le manga Dream Team, le père de Sora apparaît véritablement à la mort de sa femme. D'après ce qu'on comprend dans le manga, c'est qu'à partir du moment où sa femme a été malade, il s'est un petit peu désintéressé de son fils. Voilà, il est parti vivre à la campagne, il voulait que sa femme vive plus longtemps, se battre pour qu'elle vive, parce qu'il est, voilà. Et contrairement au père de Shinji dans Evangelion, il ne lui a pas porté rancune à son fils. Seulement, il a lui-même été chamboulé, et lorsqu'il a retrouvé son fils, eh bien, ils réapprennent à se connaître à travers d'ailleurs leur passion commune, celle qu'ils avaient en commun avec donc la femme du père de Sora et donc sa mère, le basketball.
Et donc à travers le basketball, ils se retrouvent, ils apprennent à se connaître et c'est une très belle relation père-fils qui se redécouvre après une tragédie en fait. On va finir avec le manga Le rêve de mon père de Taiyo Matsumoto. Alors pour l'occasion j'ai lu 2 tomes et c'est marrant parce que là on a affaire à une relation un peu inversée où le fils est bien plus mature, peut-être voire trop mature, face à un père qui lui paraît complètement immature. Mais l'air de rien, face à cette relation qui, au cours des vacances d'été, donc en fait, le père est séparé de la mère, le fils vit avec la mère, et la mère envoie son fils passer les vacances avec son père, car elle remarque que son fils est un peu trop parfait. Et ce qui nous faut comprendre, ce qu'elle a beaucoup aimé chez le père de son fils, c'est justement son immaturité, sa manière de voir la vie qui diffère fortement avec le sens commun, on va dire. Donc a priori son père semble immature, avec des rêves irréalisables, sans sens commun, et un fils qui est tout l'inverse, qui adore travailler, mais qui fait qu'il n'est pas très ouvert aux autres. Voilà, donc on a un père rêveur, ouvert aux autres, voilà, qui est dans la vie, c'est ce qu'il veut, voilà, qui en même temps est sans gêne, il fait ce qu'il a envie. On voit à travers cette relation que le fils est un petit peu dans le rejet, il prend son père pour un loser, mais en même temps, il ne le connaît pas. Et au cours du manga, il apprend à le connaître, et peut-être que son père n'est pas le loser qu'il croit. Et peut-être que lui-même n'était pas la perfection, ou peut-être qu'il n'aimera plus être la perfection qu'il cherchait. J'ai pas lu le manga dans son intégralité encore, je suis curieux de voir comment va évoluer cette relation. Voilà, bien sûr, vous pourriez me citer bon nombre de mangas avec des relations père-fils que vous avez aimé, que vous avez lu, que moi je n'ai pas vu, que je n'ai peut-être pas lu. Pour ma part, je trouve que c'est un sujet super intéressant, surtout dans la manière dont il est traité dans les mangas. Je suis sûr que certains d'entre vous ont été marqués par ces relations père-fils que l'on retrouve lors de la lecture de Bonne Nuit Poun Poun, mais pour ma part je n'ai lu que 2 ou 3 tomes, donc je ne serai pas à même d'en parler. Je n'ai pas non plus voulu prendre la peine de parler de la relation père-fils qu'on retrouve dans Vinland Saga, car je trouve qu'elle n'est pas assez travaillée, même si le père est sacrément badass. La relation qu'on nous montre est trop courte, j'ai envie de dire que le père est parti trop tôt. Je n'ai pas souhaité parler non plus de Berserk, parce que même si ce n'est qu'un père d'adoption, c'est une relation qui me dépasse complètement. Et même si elle a marqué Guts au plus profond de lui-même, elle reste anecdotique. Je ne me suis pas arrêté non plus sur la relation de Eren et de son père dans l'attaque des Titans, parce que c'est encore plus complexe, et d'autant plus qu'elle évolue sans arrêt à travers le temps. Et je n'en dirai pas plus, au risque d'en avoir déjà trop dit. Sur ce, je vous dis à bientôt, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que celle-ci vous aura peut-être donné envie de vous attarder sur certaines de ces séries. En tout cas, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt, ciao.